Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis ravi de vous faire cette petite visite qui va présenter ou tenter de présenter le travail du scénographe dans le cadre d'une exposition comme celle-ci. Je suis doublement ravi de le présenter parce que c'est une expo, il y a des expos avec lesquelles on a plus ou moins d'affinité. Là, c'est une exposition où j'ai tenté d'y mettre beaucoup de cœur, une thématique qui a été porteuse par rapport au travail de scénographie. Et la thématique, c'est important, c'est très important, l'histoire. Il y a une anecdote comme ça avec Jean Gabin à qui on demandait comment faire un bon film, et puis il disait c'est simple, il y a 3 choses. Il faut une bonne histoire et une bonne histoire. Et le scénographe, c'est un petit peu comme ça. Idéalement, il faut qu'il y ait un projet porteur. Alors c'est vrai que moi je tente en tant que scénographe de répondre à des projets où il y a une affinité intellectuelle, ou en tout cas un domaine dans lequel j'ai envie tout d'un coup de me plonger, parce que pendant 6 mois, 9 mois, on va être plongé là-dedans. Sur un concours comme ça, en fait, nous on répond à un synopsis, qui est parfois une version finale ou approximativement finale du projet. Parfois il est encore en évolution, c'était un petit peu le cas là, parce que les choses continuaient encore un petit peu d'évoluer. Donc voilà. Et donc il y a un travail qui se lance avec la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que là c'était avec l'équipe de Philippe Guillet, le directeur, et puis Marie, et puis Hubert, pour commencer à faire en fait l'interaction entre un sujet et puis des contraintes spatiales qui sont une salle d'exposition, un budget aussi. Voilà. Et donc tout ça doit un petit peu trouver sa place. Et puis nous on est accompagnés, par exemple sur un projet comme ça, moi je viens avec un graphiste. Voilà. Donc moi je travaille avec Nicolas Gautron, qui est graphiste à Nantes, et avec qui, en fonction des projets, la place du graphisme est plus ou moins importante. Là j'ai vraiment souhaité qu'il y ait une place vraiment importante au niveau des choix typographiques, de couleurs, intégrer tout ça. Et le projet se déploie ensuite en phases que vous connaissez, une esquisse, un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif, une phase exé, pour ensuite lancer la fabrication. Ce que je peux vous dire juste, c'est qu'ici en fabrication, on est dans un cas particulier. Habituellement, on lance un marché pour qu'il y ait des entreprises qui répondent, en tant qu'agenceur, menuisier, impression numérique, etc. Là, le cas particulier, c'est comme on est ville de Nantes, c'est les ateliers municipaux, le PMA, qui réalisent. C'est-à-dire que c'est fabriqué en interne, avec leurs compétences qui sont grandes en fait. Que là, du coup, j'ai appris à découvrir, parce que moi, je n'avais jamais eu l'occasion encore de travailler avec eux, donc j'ai appris à découvrir des compétences en interne. C'est un cas particulier, mais très intéressant, parce que vous allez voir que ça permet de faire sortir des objets un peu atypiques. Donc là, vous avez pu faire un petit tour et vous rendre compte un petit peu de la densité du propos. Un espace qui est quand même pas gigantesque, dans lequel il a fallu effectivement faire rentrer tous ces chapitres et ces sous-chapitres. Et une exposition où il y a relativement quand même beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à voir, mais aussi beaucoup de choses à lire, puisque évidemment chaque sous-thème nécessite quand même un minimum d'explications. Et quand on est confronté à cette problématique de beaucoup de textes, il y a un travail avec le graphiste qui doit être très très pointu pour faire en sorte que ces blocs textes, on joue un petit peu avec. On leur donne des échelles, on leur donne une typographie qui fasse que ça réveille un petit peu l'œil. Voilà, il y a des choses un petit peu... Donc là, avec Nicolas, on a travaillé beaucoup à échelle 1. C'est-à-dire que dès qu'on avait des idées, on faisait des sorties, échelle 1, taille, et on accrochait au mur. C'est comme ça qu'on a validé avec Marie l'ensemble de tous les caractères, de typos, de thèmes et de sous-thèmes. Donc ça, c'est vraiment important dans le métier. L'échelle 1, on la retrouve régulièrement, en fait, lors des impressions. Le choix aussi, il y a une petite anecdote aussi qui est drôle avec les choix typographiques, notamment sur les titrages. C'est une typo là, que j'ai retrouvée là, parce qu'il y a eu la cérémonie des Césars là, il y a quelques jours, et dans la catégorie des films d'animation, il y a justement le film d'animation qui est à l'origine de cette typo en fait, et que Nicolas a demandé l'autorisation d'utiliser. C'est un ami à lui qui l'avait créé, donc c'est un Nantais qui l'a créé, et donc on a pu la réutiliser dans le cadre de cette exposition-là. Je voulais aussi pointer du doigt l'utilisation qui est un petit peu atypique de l'illustration. Dès le début dans ce projet, c'est pareil, je suis venu avec un graphiste, mais je suis venu aussi avec un illustrateur jeunesse que j'ai été pêché comme ça,
je vais dans une librairie, je regarde plein de bouquins jeunesse, et tout d'un coup je flash sur une typologie de dessin, je contacte l'illustrateur et je dis voilà, est-ce que ça te dit de bosser dans le cadre d'une scéno? Donc c'est Léonard Dupont, qui est un jeune type, et ça me plaisait de travailler avec lui parce qu'il avait une sensibilité au niveau de son graphisme qui était à la fois, il peut faire à la fois de l'illustration un petit peu éditoriale, adulte, voilà, et aussi bien le monde manga, ado, etc. Et là, il fallait cibler un petit peu l'exposition par rapport à un public. Parce que là, quand même, le public, il est famille, il est beaucoup scolaire aussi. C'est important à chaque fois de se mettre un peu à, voilà, de bien cibler le public. Et avec Léonard, on s'est amusé un peu à décliner pour chaque sous-thème une illustration. Et chaque grand thème, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux types d'illustrations. Il y a des illustrations qu'on retrouve sur tout ce qui est les panneaux, par exemple cellule souche derrière ou prendre un coup de vieux, c'est-à-dire on a tout de suite une image qui va résumer entre guillemets la problématique ou l'intérêt de la question. Et puis on a travaillé aussi sur des grands dessins en filaire, comme ça, pour introduire les grands chapitres, pour donner en fait différentes échelles en fait à cette illustration. Voilà. Et la lier aussi avec les éléments graphiques. Ce que je voulais aussi pointer avec vous, c'est les parties multimédia. On travaille, arrivé à un certain point dans le projet, quand le projet est assez avancé, on fait appel à des concepteurs multimédia qui vont reprendre entre guillemets la charte graphique qui a été préétablie avant avec le graphiste et qui va dérouler une histoire. Là, Marie a travaillé donc, avec des amis à moi qui s'appellent Glitch, qui sont arrosés et qui ont fait des animations qu'on appelle motion design, qui est type dessin animé, entre guillemets, sur une thématique. Et là, on rentre un petit peu dans la problématique de la médiation. Et souvent, le scénographe peut se positionner un petit peu par rapport à la médiation, de savoir quelle place il va donner un peu à ces outils de multimédia. Voilà. Moi, j'aime bien que les choses soient assez équilibrées et qu'on n'ait pas une place des multimédias trop importante. Une vidéoprojection, après la spécificité par rapport à un écran, c'est qu'il y a une proximité avec la vidéoprojection qui peut être forte, alors qu'un écran, il y a besoin d'un recul. Enfin bon, après, c'est des questions un petit peu autres autour du multimédia. Il y a un point qui est intéressant aussi qu'on n'a pas levé tout à l'heure, c'est la question aussi de tout ce qui est audiovisuel, aussi purement vidéo. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait aussi par Delphine, qui tient la caméra, qui a fait un travail en fait de collecte de tout ce qui était vidéo à montrer, mais toutes les vidéos ne sont pas forcément compatibles avec tous les supports. Il y a des éléments qui sont en 16/9, d'autres en 4/3. On doit intégrer du texte dessus. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a une notion un petit peu d'accessibilité dans cette exposition qui est importante, faire en sorte que les gens qui sont soit malvoyants ou malentendants s'y retrouvent quand même. C'est-à-dire ça, c'est des choix typographiques, mais c'est aussi des choix de sous-titrer, par exemple, quand il y a quelque chose qui est dit, que ça soit sous-titré systématiquement, ou qu'il y ait des traductions LSF sur les interviews. Donc on est à côté de la bibliothèque interactive, donc qui est l'élément dont on parlait tout à l'heure, là, qui est un petit peu atypique, puisque c'est un centre de ressources à l'intérieur même d'une exposition, et ça c'est un petit peu hors norme, mais ça me semble être intéressant. Cette bibliothèque elle a été réalisée donc en tôle d'acier et en contreplaqué de bouleau. Alors j'introduis la notion un petit peu de bois et de matériaux parce que je vais vous expliquer un petit peu quel a été le parti pris de matériaux pour fabriquer cette exposition. Globalement, l'ensemble de l'exposition en fait, aurait pu être réalisé, pour faire simple, en 3 typologies de panneaux. Elle aurait pu être réalisée ce qui est souvent le cas dans le cadre de scénographie d'exposition, en médium. Est-ce que vous savez tous ce que c'est que le médium, le MDF? Médium MDF. Alors le médium MDF qui a ses avantages et ses inconvénients, qui est très peu cher, qui a un niveau de finition très très bon et qui est, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais c'est un matériau qui est fabriqué quand même avec des formaldéhydes qui émettent entre guillemets de la chimie, quoi. Beaucoup de chimie, c'est fabriqué avec beaucoup de chimie.
Et c'est un matériau, comme il est refabriqué, recomposé à partir de résine. Une fois qu'un meuble est fabriqué, il est extrêmement difficile de recustomiser ce meuble pour en faire autre chose. En gros, un meuble en MDF qui est fait pour une exposition, une fois que l'expo est terminée, ça part à la poubelle. Voilà. Puisque ce n'est pas un bois qui peut être travaillé réellement. L'autre solution, c'était de fabriquer le mobilier en fait en panneaux de plâtre. Comme c'est l'habitude en fait du PMA de réaliser, de monter des expos en plâtre. La spécificité de cette expo qui ne permettait pas de faire les meubles en plâtre, en tout cas les grandes cloisons, c'est que l'expo est itinérante. L'expo, on va la remonter en 2019 à Rennes au Champ Libre. Donc du coup, il fallait cette notion de montage-démontage. Donc du coup, on l'a réalisé essentiellement en contreplaqué de peuplier. Contreplaqué de peuplier, c'est intéressant parce que c'est un bois qui est mécanique, qui peut être retravaillé si nécessaire. C'est un bois qui est peu onéreux. Et après, après tout dépend des filières en fait, du peuplier, à voir s'il existe des contreplaqués réalisés en peuplier, fabriqués en France, d'autres viennent de l'Est plutôt. Voilà. Ça dépend un petit peu des filières en fonction des fabricants. En tout cas, c'était important, et dans le cadre en général des scénographies sur lesquelles je travaille, de trouver un peu une cohérence aux matériaux et de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'éléments qui partent ensuite à la poubelle. Voilà. Parce que c'est la norme en scénographie d'exposition. Hein, le fait que les meubles ne soient pas récupérés parce qu'ils sont fabriqués pour une exposition, parfois avec des matériaux un petit peu pauvres, et du coup, ça part à la déchette. Donc là, du coup, après, on a d'autres problématiques qui se posent aujourd'hui parce que, effectivement, le dessin de la scénographie a été fait quand même relativement pour ces espaces-là, et l'espace à Rennes est très différent. Donc du coup, certains meubles ne pourront pas être réutilisés en tant que tels. Ils devront être soit retaillés ou soit refaits pour certains d'autres, puisque l'espace est complètement différent. Je voulais pointer aussi ici quelque chose, c'est qu'au début, quand j'ai travaillé sur ce concours, le muséum m'a dit, nous en fait on a notre espace il est fait avec des cloisons courbes, comme la grande courbe que vous avez derrière vous. Puisque en fait, l'exposition précédente Fourmi avait transformé l'espace en espace un petit peu comme ça, très rond, très courbe. Et donc j'ai eu un travail à faire au départ, à savoir justement, est-ce qu'on peut réaliser cette exposition avec toute cette densité dans ces espaces courbes, qui finalement réduisent aussi l'espace exploitable. Donc on a, in fine, le choix qui a été fait, c'est que dans la première salle, on a retiré l'ensemble des courbes pour pouvoir conserver plus d'espace, et ici on a conservé simplement une courbe dans laquelle on a intégré ce meuble final, ce meuble qui est la pièce un petit peu qui conclut pas tout à fait l'exposition, parce que l'expo se termine en fait dans le péristyle à côté, mais voilà, c'est un petit peu le point point d'orgue comme ça de cette dernière salle. Parfois, le scénographe peut interagir aussi sur le contenu. Ça dépend en fait de la maîtrise d'ouvrage. Parfois, la maîtrise d'ouvrage impose un petit peu, et puis nous, on n'a qu'un regard technique. On se dit, voilà, techniquement, par exemple, vous racontez trop de choses, il faut réduire puisqu'on n'a pas la place. Mais parfois, en fait, ça va au-delà de ça. Il y a une écoute, un échange intellectuel. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on peut discuter et de se dire un petit peu, de parler un peu du sens des choses. Il peut y avoir, et ça, c'est important pour moi. On n'est pas qu'un technicien, on peut être aussi intellectuellement quelqu'un qui, puisqu'on est le premier, finalement, visiteur de l'exposition, entre guillemets, dans la tête, puisqu'on est les premiers lecteurs du synopsis à l'extérieur. En fait, on arrive, on récupère, entre guillemets, un peu le bébé qui est le produit intellectuel du commissariat d'expo. Ça devient notre bébé pendant un temps, puisqu'en fait, on se l'approprie, et puis on tâche d'en faire un espace et de créer une ambiance autour de tout ça. Puis après, le bébé, on le redonne, et puis ça devient l'espace pour les visiteurs, en fait. Hein. Les gens se l'approprient. Et je reviens sur la question de... Parfois, ils mettent un petit peu des touches personnelles par rapport à un projet. Par exemple, dans la salle précédente, il y a un des écrans qui montre un film qu'a réalisé Delphine et Marine, qui sont là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai souhaité... avec elle, en fait, impulsé dans le projet, qui est un film autour du regard de l'enfant sur la thématique de l'éternité. Donc du coup, un tournage a été réalisé avec une école nantaise, et
Et ça me semblait être à propos et assez frais en fait dans ces thématiques qui sont parfois un petit peu fastidieuses et un peu lourdes, d'avoir le regard et l'écoute des enfants. C'est un marché public, ça. C'est de l'argent public, c'est un marché public. Et il existe en fait deux familles de marchés de scénographie d'exposition. Voilà. Il existe les marchés en fait conception-réalisation, où on répond des concepteurs et des entreprises fabricantes ensemble. C'est gagné, et puis après on conçoit et on fabrique. Et puis il y a des marchés comme celui-ci qui est un marché conception et suivi de réalisation. C'est-à-dire qu'en fait on conçoit, et puis après, bon là il y a le cas particulier un petit peu du PMA, puisque c'est fabriqué en interne, mais ça correspond à un marché où après on relance un marché de consultation des entreprises fabricantes. Finalement il y a donc deux lancements de marché. Un lancement de marché pour les concepteurs et ensuite un lancement de marché pour la fabrication. Voilà. Le soclage, effectivement, il y a eu le PMA qui est intervenu, mais il y a un socleur aussi qui est intervenu, professionnel, puisqu'effectivement, là, il y avait tout d'un coup des objets qui nécessitaient en fait une technicité. Voilà. Donc là, on a déroulé quand même pas mal de métiers depuis le début, de compétences, entre l'audiovisuel, le multimédia, le graphisme, les illustrations, la fabrication qui est le PMA, mais qui normalement en fait c'est des entreprises de menuiserie, de métallerie, le soclage, voilà, avec ses petites pattes métallin qui vient, ça fait voilà, pas mal d'interactions, tant en conception qu'en réalisation. Alors moi de formation, je suis architecte des PLG, c'est-à-dire architecte, voilà, école d'archi. Je suis architecte et puis après j'ai fait un DEA d'urbanisme, je suis voilà, urbaniste, et donc j'ai travaillé dans des bureaux d'études de paysage et d'urbanisme, voilà. Et puis un jour j'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait du paysage et du design végétal, c'est-à-dire qu'il avait un pied voilà, sur le design végétal et le paysage. Et du coup, cette personne ensuite a été sollicitée pour des concours de scénographie d'exposition. Et puis moi, par ailleurs, en fait, pendant mes études aussi, j'avais travaillé dans des différentes agences qui avaient des agences comme ça qui font de l'archi, de l'urba, du paysage et de la scéno et de la muséo. Voilà, ça a été le cas par exemple de l'atelier de Lille, par exemple. Et moi, j'ai travaillé à l'atelier de Lille pendant quelques temps pendant mes études, qui a fait le Louvre égyptien notamment, en muséo, mais qui fait aussi des expos tempo. Donc moi, j'avais déjà quand même une ouverture sur ce milieu-là. Et donc, ben voilà, donc j'ai été amené en fait à travailler dans le cadre de scénographie d'exposition, c'était il y a 15 ans. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai décidé de m'hyper spécialiser. Voilà. Mais je suis architecte libéral, mais je suis hyper spécialisé, donc je ne réponds qu'à des marchés publics de scénographie d'exposition, avec soit les deux typologies de marchés dont j'ai parlé tout à l'heure.